Rebonjour, nous retrouvons ici au Salon international du littoral où nous poursuivons les conférences après le brillant exposé de Laurent Balesta qui nous a amenés vers des rivages et des contrées extraordinaires, explorer les dessous marins. Nous allons revenir un peu au niveau du surface de la mer pour évoquer un autre sujet tout à fait passionnant et d'actualité qui va coller à cette thématique du Salon 2021, tendre vers l'impact zéro. Pour parler de la décarbonation des ports, nous avons la chance d'accueillir Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français, bonjour, et Olivier Carmès, directeur général du port de Sète, qui pourra détailler dans un second temps un peu toutes les activités qu'il a su développer pour atteindre ses objectifs des prochaines années. Je voulais déjà commencer avec vous, Frédéric. On a la chance de vous avoir. Vous avez une vision nationale, voire internationale. Est-ce que vous pouvez, en préambule, nous dresser un petit état des lieux de l'économie maritime et de comment ça va après toutes les périodes qu'on a pu traverser, les incertitudes liées à cette fin d'année? Dites-nous en quelques mots où on en est. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir convié à ce salon du littoral auquel je suis assez attaché, je dois le dire. Simplement, l'économie maritime, je dirais, globalement, a plutôt bien traversé cette crise de pandémie. Alors, quand je dis plutôt, c'est parce qu'il y a quand même quelques bémols qui ont été forts sur la période, on va dire, la première période de 2020 et qui s'atténuent un peu. Bon, donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé? La pêche a beaucoup souffert, mais après a retrouvé un peu de couleur, même s'il y a d'autres sujets au plan national qui les occupent aujourd'hui et qui sont extrêmement importants. Ce qui a beaucoup souffert, bien sûr, c'est le transport de passagers, que ce soit la croisière ou que ce soit les ferries, puisque la plupart ont été arrêtés et mis à terre pendant pas mal de mois. Ça commence à redémarrer. Est-ce que ça retrouvera un niveau d'avant? C'est pas sûr du tout. Sinon, les autres secteurs, et bien sûr, je vais en oublier, le transport maritime, après avoir connu une chute, est en train de reprendre extrêmement fort, et on le voit tous les jours quasiment dans les journaux. Hein. Là, il y a une surchauffe de la logistique mondiale et qui fait que le transport maritime est mis sous très très forte tension. Sur la construction navale, la crise a plutôt été bien traversée avec une crainte d'effet retard, puisque notamment sur les paquebots, la crise que les compagnies de paquebots vivent peut induire des effets de report de commande ou d'annulation de commande. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un effet retard dans les 2-3 ans qui viennent? Ça, évidemment, c'est encore un peu difficile à dire. Et puis, le secteur de la plaisance, tout secteur confondu, là aussi, bien sûr, a été impacté et a subi une baisse, mais on voit qu'avec la reprise, c'est en train de reprendre. Donc globalement, l'économie maritime, on va dire, est une économie qui a su affronter le mauvais temps, c'est la moindre des choses, et qui maintenant sait reprendre une bonne allure avec les vents qui semblent plus porteurs. Voilà. Ce que je voudrais dire peut-être aux sorties de cette crise, c'est que depuis très longtemps, le maritime n'a jamais été aussi haut sur l'agenda politique français, européen et voire international. Et évidemment, c'est pour nous une source de satisfaction. Très longtemps, on a un peu prêché dans le désert et le salon ici fait partie de ces éléments qui concourent à la prise de conscience. Bon, il y a eu dans le passé des ministres qui s'y sont beaucoup intéressés. Le cher Jean-Claude Guessot, qui est en face de moi, était déjà à son époque quelqu'un de très impliqué dans le maritime globalement. Mais là, vraiment, on est sur des prises de conscience et je ne veux y voir que quelques éléments. La présence répétée du président de la République aux assises de l'économie de la mer, la création du ministère de la mer, le One Ocean Summit qui aura lieu à Brest en février. Voilà, et je gage, en tout cas, faisons tous ensemble que les sujets maritimes soient un sujet qui soit très à l'ordre du jour des événements qui arrivent.
Merci. Alors, le cluster maritime français, dès 2019, vous parliez des assises de l'économie de la mer, avec la présence du président Macron. Vous aviez, à cette occasion, à Montpellier d'ailleurs, en décembre 2019, lancé ce qu'on appelle la coalition T2EM. Qu'est-ce que se cache derrière cet ovni? Qu'est-ce que cet acronyme représente? Je crois que tout a commencé à Montpellier, il faut le dire quand même ici, hein, c'est vrai, merci de le rappeler. Il se trouve que, bien évidemment, nous sommes tous confrontés, quels que soient nos secteurs d'activité, quelles que soient nos positions, à cet enjeu climatique, à ces défis climatiques qui nous attendent. Et la transition environnementale, la transition écologique n'est plus une option, c'est une obligation. Et nous savons bien que nos économies ne seront performantes et résilientes que si elles vont dans ce cadre-là. Alors, à l'image de plusieurs pays, à l'image de plusieurs secteurs, nous avons lancé donc en novembre 2019 à Montpellier la coalition T2EM, c'est-à-dire pour la transition éco-énergétique de la filière maritime, T2EM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes évidemment inspiré de plusieurs coalitions. Il y a eu des coalitions sur l'industrie du luxe, il y a eu des coalitions sur toute l'industrie de la climatisation. Et donc, nous avons pensé au cluster que si l'on voulait aller vite dans la décarbonation, si nous voulions accélérer sur cette route-là, si nous voulions être plus forts et si nous voulions être prêts à temps, parce que le compte à rebours tourne déjà, il fallait avoir de l'intelligence collective. Il fallait mettre nos forces en commun. C'est l'esprit du cluster, hein. Et donc, et d'ailleurs, je salue l'application du port de Sète avec Olivier et bien sûr avec Jean-Claude Guessot, qui très haut a rejoint notre coalition. Pourquoi faire? Donc, ce sont un regroupement d'acteurs industriels, au sens large, un regroupement de fédérations professionnelles qui, bien sûr, font remonter de l'ensemble de leurs adhérents, et puis un regroupement de scientifiques et d'instituts de recherche ou d'instituts académiques, et pour ensemble, d'abord collecter la donnée, savoir exactement c'est quoi l'impact environnemental du maritime, c'est quoi le poids des mitigations, des réductions, etc. que l'on peut avoir, et puis ensuite c'est quoi les chemins de solution. Parce qu'il ne faut pas se tromper, la décarbonation du maritime ne se fera pas en une fois et en une seule molécule. Il y a quelques 100 ans et un peu plus, on est passé directement de la voile au charbon. Il faut pas croire, on ne passera pas du pétrole à quelque chose. On passera du pétrole à plein de choses. Et donc tout l'enjeu, c'est ces chemins de solution, ces mixtes, ces hybridations. Comment on fait pour mettre ensemble les industriels qui produisent, les armateurs qui utilisent, les ports qui utilisent et qui accueillent, les assureurs qui vont assurer, les banques qui vont payer, etc., etc., plus la réglementation. Et là, c'est la puissance publique qui est avec nous. Vous avez rallié à votre cause combien d'institutions, de différents partenaires? Les partenaires fondateurs étaient au nombre d'une trentaine. On a fini ensuite à peu près aux environs de 45. Et puis là, maintenant, nous lançons la phase 2, et que j'espère pouvoir lancer encore une fois au One Ocean Summit à Brest, qui est la création d'un institut de transition éco-énergétique du maritime. Alors évidemment, ce n'est pas un institut au sens mur et béton, c'est un réseau qui aura donc ce réseau de scientifiques, parce qu'on ne peut développer l'innovation, on ne peut développer la décarbonation que sur ce qu'on appelle le science-based, hein, sur les bases scientifiques. Ensuite, c'est un institut qui aura pour rôle de développer des pilotes, des démonstrateurs. Et là, on peut s'appuyer sur l'exemple des IRT, hein, les instituts de recherche technologique. Et puis, c'est un institut aussi qui aura vocation à aller vers l'industrialisation, puis plus tard le déploiement, avec des sites d'accueil pour ces essais, pour ces prototypes, de manière à... Alors, il y a deux objets là-dedans. Il y a l'objet, je dirais, de décarboner l'industrie, et il faut le faire, on vient de le dire, on vient de se le dire. Et puis, il y a un autre objet qui est peut-être moins évident, mais qu'il faut vraiment avoir en tête pour notre pays. Moi, je suis frappé, hein, quand je regarde une carte du monde, des instituts de recherche ou des centres de recherche partagés, ça pousse beaucoup dans le monde. Il y en a beaucoup, il y en a au Danemark, il y en a à Singapour, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette révolution technologique et environnementale qu'on est en train de vivre, nos acteurs industriels, nos acteurs économiques doivent être capables,
à l'égal des autres, de proposer des solutions sur le plan mondial, d'aller concourir à des appels d'offres, etc. Et pour ça, il faut qu'on ait les solutions. Et pour ça, il faut qu'on ait les solutions avant les autres. Et pour ça, il faut qu'on ait des solutions qui nous démarquent ou des plus compétitives. Et tout l'objet de cet institut, c'est ça. Très bien. Des solutions, justement. Olivier Carmès, vous, directeur général du port de Sète, tout comme vos homologues de Marseille, vous avez adhéré à cette coalition T2EM. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous pousse à adhérer à cette grande coalition, à jouer comme ça en commun toutes les forces du maritime? Oui, je pense que déjà la demande, elle était dans une période si compliquée, c'était en 2020. Et puis on est adhérent depuis un certain nombre d'années au cluster. Et lorsque effectivement Frédéric Moncani et puis Emmanuel Marie Peton, qui suit le dossier également au niveau du cluster, nous a dit qu'il y avait le port de Marseille, ça nous a également motivés, non pas parce qu'on est concurrents, mais parce que effectivement on avait décidé il y a quelques temps et mon président Jean-Claude Guessot, évidemment, dans cette démarche, c'est qu'on s'était dit, plutôt que de se faire à un moment donné concurrent sur tout ce qui est trafic, il faut en tout cas qu'on travaille ensemble sur tout ce qui est verdissement de nos activités portuaires. Parce que le sujet est suffisamment compliqué, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles façons de travailler, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse échanger. Et c'est vrai que le port de Marseille avait déjà démarré sur tout ce qui est branchement à quai, notamment sur les ferries. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que le cluster proposait cette base de données et je trouvais que c'était un peu stupide à un moment donné de réinventer des choses qui avaient été déjà trouvées et notamment sur le financement d'opérations importantes comme le branchement à quai qui sont des opérations quand même très lourdes en termes financiers sur lesquels il faut trouver des accompagnements de financement. Donc ces éléments, on a dit banco, on y va. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément tout compris au départ de toute la démarche, mais on est allé franco. Et puis, on ne le regrette pas. Et de toute façon, ça rentrait complètement dans notre démarche du projet stratégique 2021-2025. On va le voir effectivement on a un petit PowerPoint par rapport à ça. Et je vais monter effectivement là pour présenter ça, qui avait été donc sur lequel on mettait vraiment le verdissement de nos activités portuaires en priorité. Et là aussi, c'est quelque chose qui avait été décidé en 2019, avant la crise sanitaire, et avant que évidemment que ces préoccupations environnementales soient redevenues, évidemment elles étaient prioritaires, mais elles étaient devenues encore plus importantes après cette crise. Donc on avait décidé avant, on l'avait lancé, et puis ça rentrait complètement effectivement dans cette priorité qui avait été donnée par le conseil d'administration, Jean-Claude Guessot. Je me rappelle toujours qu'on avait mis le côté activité économique, développement économique, aménagement prioritairement dans 2021-2025. On a dit non, il faut réorienter ça avec évidemment la volonté de la région. Donc, on va peut-être vous laisser justement présenter ce projet stratégique et un peu tout ce qui se fait sur le port régional de Sète, puisque les initiatives sont nombreuses, diversifiées et passionnantes. On vous laisse présenter. Voilà. Alors, je ne sais pas si, effectivement, si on a le PowerPoint qui va commencer. Non. Ça arrive ? Bon, voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, on a, vous voyez, les différentes orientations et qui ont été mises sur le projet stratégique. Alors, c'est vrai que quand on parle de verdissement de nos activités portuaires, on parle également d'innovation. Les deux sont complètement liés. Il faut quand même parler des autres orientations, parce que tout ça est fortement également lié dans cette démarche de verdissement de nos activités, décarbonation de nos activités portuaires. C'est évidemment la bonne intégration de notre port dans nos villes, où le port effectivement est complètement en synergie. Donc c'est la ville de Sète et de Frontignan, donc sur les activités ferries, sur les activités plaisances, sur les activités grande plaisance. Donc c'était le deuxième axe. Et puis, évidemment, on retrouve tout ce qui est développement de nos activités portuaires et notamment trouver des espaces. Mais quand on parle d'espace, on rejoint tout de suite l'interconnexion avec la ville. Et puis, le côté, on est évidemment dans cette activité aussi préoccupation environnementale. C'est comment préserver l'activité de la pêche dans cet environnement de gestion de la ressource. Voilà. Donc, juste quand même en introduction, rappeler que le port de Sète, on est à proximité du port de Sète, ce qui n'est pas forcément le cas dans les différentes interventions, mais c'est un port régional qui est propriété de la région Occitanie, sur lequel on a 3 ports en gestion. Donc c'est vrai qu'on parle du port de commerce, mais on a également la plaisance et la pêche. On est à peu près 95 salariés. On a un impact, vous voyez l'impact socio-économique qui est quand même important, 1700 emplois. Voilà.
Nous avons à peu près 1100 escales maritimes. On est vraiment dans l'intermodalité. C'est un port là-dessus très axé sur l'intermodalité, puisqu'on a le fluvial et puis le ferroviaire. Vous avez le nombre de trains ou de navettes qui sont réalisés tous les ans. Et puis là, on a mis les chiffres qui sont avant la crise, 2019, sur lequel on faisait 4,3 millions de tonnes. Mais finalement, en 2021, on va atteindre les 4,6, 4,7 millions de tonnes. Nombre de passagers, près de 250 000 passagers. On est le deuxième port décentralisé de France, derrière Calais. Vous avez devant nous, vous avez les grands ports maritimes. On appelait toujours les 7 grands ports maritimes. Aujourd'hui, ils sont regroupés à travers 5 avec Aropa. Et on a connu une belle évolution de l'activité portuaire, plus 50% sur les dernières années, avec un investissement public-privé très important. Alors là, on le voit effectivement sur tout ce qui est en rouge, c'est l'activité port de commerce. Tout ce qui est en bleu, c'est l'activité port de plaisance. Et en jaune, tout ce qui est activité port de pêche. Donc vous avez sur la gauche l'activité, vous voyez la ville de Sète. Et puis malheureusement, on aurait dû aller un peu plus large là en vision aérienne. On va améliorer ça. Mais vous avez la ville de Frontignan. On est vraiment entre effectivement ces deux villes. Et donc la préoccupation de la bonne intégration de nos activités portuaires au sein de nos villes est évidemment fondamentale. Voilà. Donc, alors pour décliner très rapidement, effectivement, en 5 minutes, la démarche de verdissement de nos activités, donc l'intermodalité, les énergies renouvelables, la stratégie bas carbone et puis l'innovation. Et évidemment, on ne pourrait le faire que si, de l'autre côté, l'ensemble, notamment l'ensemble du personnel, se mobilise autour de cette démarche d'entreprise. Le premier élément qui fait partie de notre quotidien, c'est l'intermodalité. On parlait du fluvial et du ferroviaire. Donc le ferroviaire est vraiment en train de prendre une démarche, un palier beaucoup plus important sur le port de Sète, dans la mesure où, de manière générale, on faisait du ferroviaire, on fait toujours du ferroviaire sur le port de Sète. Je pense qu'on a connu une évolution importante ces dernières années, tout simplement en mettant du camion. C'est de la remorque qu'on met sur le ferroviaire, et sur lequel on a eu des lignes jusqu'à Calais, on a eu Bétambourg sur le Luxembourg, on a eu sur Paris, c'était Noisy-le-Sec. Et donc on a transporté ces dernières années, à peu près c'était 10 000 remorques tous les ans. Et donc là on a une évolution très importante puisqu'on est en train de livrer la nouvelle plateforme ferroviaire sur laquelle il y a à peu près 18 millions d'euros d'investissement. C'est des investissements en région, des investissements Port de Sète Sud-de-France, et puis des investissements privés qui vont nous permettre d'intégrer tout ce qui est chargement horizontale. C'est vraiment l'évolution technologique qui va nous permettre d'améliorer la productivité de chargement et d'être encore plus attractif sur le ferroviaire. Et donc, on a bénéficié de subventions européennes, mais aussi, il faut le dire, un plan de relance par la préfecture Occitanie qui nous a accompagnés là-dessus à hauteur à peu près de 10%. Et donc, l'objectif, c'est de passer à peu près 40 000 remorques sur le ferroviaire. On est à peu près à 10 000 remorques. Et donc, dans les 5 prochaines années, sur cet aspect-là. Ça doit avancer. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Après, vous avez effectivement sur le fluvial, qui est un élément qui va passer juste après. On parlait effectivement d'intermodalité. Le fluvial, globalement, on passe à peu près ces 250 escales à peu près sur le fluvial qu'on passe sur le port de Sète. La problématique aujourd'hui, et ça, il ne faut vraiment pas le lâcher, le président Jean-Claude Guessot travaille fortement et de manière active, et notamment lorsqu'il a présidé l'association Mainlink, c'est la présidente de région Occitanie, c'est l'amélioration du canal du Rhône à Sète qui est un élément fondamental pour pouvoir maintenir et développer le transport du fluvial. On le voyait sur le ferroviaire, on est en train de moderniser la technicité pour développer effectivement ce transport à faible émission carbone. Et évidemment, le fluvial, si on n'améliore pas les tirants d'eau, tout simplement, je crains que nous n'arrivions pas effectivement à poursuivre le développement sur le fluvial. Parmi effectivement... On va y arriver, on passe la suivante, voilà, vous allez la passer parce que j'ai peut-être un problème de télécommande. Alors, sur les énergies renouvelables, donc tout le travail qui a été réalisé sur les dernières années, c'était le photovoltaïque. On a réussi à couvrir la totalité de nos toitures, quasiment la totalité de nos toitures. Vous voyez, effectivement, 64 000 m², on a à peu près 46 000 m² de photovoltaïque en production. On a 6,5 MW de puissance crête. On produit 2,5 fois ce qu'on consomme grâce au photovoltaïque. Et ça, on peut dire que c'est... Moi, j'aime dire que c'est du développement durable et qui est rentable parce que tout simplement, on utilise des toitures qui étaient évidemment non utilisées en termes d'espace. On renouvelle des toitures sur des durées à peu près de 20 ans et notamment, on avait des toitures amiantées et on produit de l'électricité
que l'on distribue aujourd'hui sur le réseau national. L'objectif en phase 2, c'est dorénavant d'aller sur des ombrières. On a à peu près une vingtaine d'hectares de photovoltaïque qu'on va développer avec la volonté d'autoconsommation. Donc on peut aller sur le suivant. Voilà. Donc, alors, la stratégie bas carbone en troisième, effectivement, action, le classique, changer effectivement nos véhicules en électrique. Il faut savoir qu'on avait des diesels 5 vitesses pour rouler à l'intérieur du port, donc tout ça, évidemment, a été changé. C'est la première action. On essaie d'inciter nos opérateurs et le cluster maritime suit ça de manière active. C'est des démarches qui sont lancées sur bon nombre de ports. C'est les navires et les compagnies qui ont des démarches vertueuses en termes environnementaux. C'est baisser le coût de passage portuaire. Donc on l'a mis en application en 2021. Et puis c'est notamment les nouveaux outils. Vous voyez effectivement là en photo une grue sur rail, là c'est un investissement de 6,7 millions d'euros qui est là pour décharger effectivement les navires sur du vrac, qui va être électrique et surtout à trémie dépoussiérante, parce qu'il faut évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, limiter l'impact aussi de nos actions par rapport à la ville, par rapport à ses habitants, et sur lequel il faut cohabiter de manière tout à fait constructive. Donc la suivante. La stratégie bas carbone, alors on en parlait tout à l'heure, excusez-moi c'est mon téléphone, c'est abominable. Donc c'est le branchement à quai des navires, pour lequel nous allons effectivement à l'horizon 2023 commencer à brancher les lignes régulières sur le port. Donc c'est tout ce qui est transport véhicule, c'est tout ce qui est ligne sur la Turquie, ce sont les ferries, ce sont les navires de croisière. On peut dire qu'on a commencé en 2019 parce que ça a été le branchement de tout ce qui est très grande plaisance des navires jusqu'à 170 mètres. Et 2023, sur demande effectivement de la région Occitanie et de sa présidente, c'est de pouvoir brancher ces navires de commerce avec toute la problématique, on en discutait effectivement Frédéric, et puis le port de Marseille, de pouvoir proposer un service qui soit sur le marché, parce que les compagnies maritimes ne se brancheront à quai que si effectivement on arrive à proposer un prix d'électricité qui soit, on va dire, globalement acceptable pour eux. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà par rapport à 2023, c'est pour ça qu'on met 2025 et 2030, c'est le mix énergétique, et c'est notamment la phase 2 du photovoltaïque, de l'avoir de l'autoconsommation pour pouvoir réinjecter dans le branchement à quai des navires. Et la troisième phase, on aimerait vraiment la réaliser, c'est l'hydrogène vert en production effectivement pile à combustible, qu'on achèterait effectivement de la production Port-la-Nouvelle pour produire de l'électricité. Alors on a un problème, aujourd'hui on sait faire, mais aujourd'hui on arrive sur des coûts qui sont 3 fois plus chers que, malheureusement aujourd'hui en tout cas, que l'électricité de réseau national, mais en tout cas on va essayer de progresser dans ce domaine, et c'est vraiment le mix énergétique qu'on va mettre en avant. Suivant. Les solutions innovantes, donc l'innovation, on le disait, donc piloter électrique, donc un élément sur lequel on a pris du retard, mais enfin sur Escala 7, elle va être mise en exploitation, elle va être inaugurée avec les pilotes de 7 qui vont l'utiliser pendant un an pour la tester. Globalement, avant on a toujours des pilotines à propulsion thermique, là on va avoir une pilotine à propulsion électrique et qui va être testée pendant un an pour pouvoir les démultiplier sur les différents sites. Donc on travaille avec une start-up de Montpellier sur ce sujet. Les pilotes également qui essaient d'optimiser les manœuvres des navires lorsqu'on les met à quai pour pouvoir effectivement choisir le meilleur positionnement et d'éviter de lutter contre le vent, en tout cas de limiter l'utilisation moteur au maximum. Et puis tout ce qui est coopération donc avec l'université pour anticiper les épisodes Sevenol, c'est le CNES, qui est cher effectivement à Jean-Claude Guessot et son association Van Allen, pour lequel on met également les compagnies ferry à contribution pour capter un certain nombre de données et de participer à cet élément qui va peut-être être d'actualité, puisque je pense qu'on va être peut-être touché dans les prochains jours. Suivant. Le projet Falco, c'est tout ce qui est activité plaisance, pour lequel on est en train d'intégrer la numérisation de la gestion de nos ports de plaisance. Donc il y a vraiment une évolution importante dans ces domaines, on ne va pas détailler. Et puis le projet régional Green Harbor, on l'a dit effectivement sur l'hydrogène, comment transformer effectivement en électricité de l'hydrogène sous pression, peut-être sur structure mobile ou non. Le projet qui a été présenté ce matin sur les remises de prix, c'est réutiliser, c'est l'économie circulaire, c'est réutiliser des eaux grises et des eaux noires pour l'aire de carénage, nettoyer les coques, ou pour effectivement une aire de nettoyage des transports, des camions routiers sur le port de commerce. Donc c'est vraiment, on est dans la démarche d'économie circulaire. Suivant.
Et pour terminer, tout ce qui est démarche zéro plastique, notre partenariat 7e continent, les différents labels, certifications, et puis les études de faune et qualité de l'air qui ont été mises en place sur le port, qui nous ont amené on peut aller sur la suivante, voilà, sur différents prix qui ont été effectivement obtenus par le port sur les différentes années. On va le voir sur le film. Et puis, il y a, je dirais, une récompense aussi qui nous tient bien à cœur avec notre président Jean-Claude Guessot, qui va être décoré de la part, en tout cas, de provenance de l'ordre du mérite national, commandeur. Voilà, donc ça sera vendredi, sur lequel, effectivement, la ministre de l'Environnement, je pense, a voulu nous féliciter dans cette démarche et à travers notre président. Et on est évidemment très fiers de cette récompense. Voilà. Donc un petit film, si on peut lancer le film, qui dure 2 minutes. Allez, 2 minutes. Voilà, et je suis allé, effectivement, j'ai été un petit peu long, mais quand on est passionné, on le développe. Merci pour cette présentation, cette belle présentation. J'avais oublié également, c'est qu'on a évidemment le projet de la région sur la drague à hydrogène qui va être construit par un chantier français Piriou et sur lequel évidemment on est aussi très fiers de cette expérience. Merci monsieur le directeur. Frédéric de Moncani, on ne va pas reprendre tous les projets, mais lequel vous semble le plus incroyable, en tout cas le plus important pour l'avenir? Peut-être l'hydrogène ou les branchements à quai? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient de voir? Alors, d'abord, ce que ça m'inspire, moi, je voudrais féliciter Olivier, parce que tout est passionnant, et je voudrais féliciter Olivier, parce que vraiment, là, on voit, on touche en image, si on peut dire ça comme ça, toute cette transformation portuaire. Alors, qui n'est pas que le port de Sète, mais que le port de Sète est exemplaire. Et je pense que c'est important de le dire et de le redire. Alors ici, les gens qui sont dans la salle sont des gens qui sont avertis. Mais je connais parfois le désintérêt que nos concitoyens ont pour les ports, pour la chose maritime.
et la mauvaise image qu'ils ont des ports. Et avec une image comme ça, on transforme. Et donc ça, je voudrais vraiment féliciter et Olivier et bien sûr le président du port, Jean-Claude Guessot, ça c'est très important. Ensuite, juste un petit clin d'œil, une satisfaction personnelle, vous me le permettrez. La pilotine électrique, il se trouve que les premières discussions, c'était entre Jean-Michel Germain, pour ne pas le citer, et moi-même, qui à l'époque présidait la Fédération française des pilotes maritimes, où il m'a dit si on faisait une pilotine électrique. Donc ça, c'était il y a 4-5 ans, 6 ans. Et puis voilà, donc le projet, là, c'est évidemment une grande satisfaction de voir que ça vit. Alors après, c'est quoi le projet qui m'a le plus intéressé? C'est pas ça la question. La question, c'est quel est le projet qui va répondre le plus vite aux enjeux. Et je reviens juste une seconde sur le grand débat qui a eu, le grand débat national lancé par le président de la République, c'était en 2019. Quand on regarde les réponses qui ont été envoyées par Internet, etc., moi j'ai été frappé du nombre de personnes qui ont parlé de la pollution atmosphérique par les navires. Et donc ça, la solution, et donc les gens qui en ont parlé, c'est les gens qui ne naviguent pas, ils sont dans les ports, ils sont à côté des ports. Et donc le branchement électrique des navires à quai, c'est absolument majeur. C'est absolument majeur et c'est un vrai défi. Parce que d'abord, il faut produire l'électricité, ça a été démontré. Puis après, il faut brancher les bateaux. Et pour brancher les bateaux, il faut avoir des prises, mais il faut que les bateaux aient aussi une prise. Et il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 100 000 navires qui tournent sur la planète. Donc ça fait 100 000 navires à équiper. Et donc derrière, il y a un volume d'affaires pour nos chantiers, pour nos équipementiers, pour nos industries, qui est aussi très conséquent. Donc on a vraiment un cercle vertueux, on réduit les émissions, et puis on développe les solutions, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça de brancher un bateau. Et donc voilà, pour moi, vraiment, le branchement à quai, c'est une urgence, quoi. C'est une urgence. Justement, Olivier Lecarbès, est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que tout le monde est prêt à accepter ça? Où on en est? Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur le branchement à quai des navires, on arrive à démontrer qu'on sait faire, quoi. C'est l'élément fondamental, c'est déjà avoir la puissance sur le port qui soit suffisante pour alimenter ces navires-là. Donc, on a analysé tout ça, on sait faire, on a la puissance. Donc évidemment, c'est un élément très important. La deuxième chose, il faut convertir effectivement la puissance, mettre la technologie derrière. Mais c'est surtout qu'il faut, on le dit, il faut convaincre les compagnies maritimes. Parce que autant à l'horizon 2030, on pense qu'au niveau européen, on aura cette obligation réglementaire de se brancher pour des escales qui dépassent tant d'heures bord à quai. Autant aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Autant aujourd'hui, on est dans des situations concurrentielles évidemment très importantes entre les ports. Et je parle notamment, nous, sur les ports espagnols. Et donc, dans cette vision-là, il faut pouvoir proposer un prix de vente d'électricité qui soit acceptable par les compagnies maritimes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des investissements très lourds. On le disait, 2023, là, c'est à peu près 7 millions d'euros qu'il va falloir consacrer pour cette opération, sur lequel on n'aura pas de rentabilité, on le sait. Et donc, il va falloir qu'on trouve des subventions pour financer ces aménagements. Et de l'autre côté, qu'on renégocie nos contrats sur des volumes de puissance, etc. et des engagements de branchement à quai des compagnies. Donc, on travaille fortement avec les lignes régulières, des navires qui viennent régulièrement et sur lesquels aussi se pose la problématique d'adaptation de ces navires, parce qu'on a des coûts d'adaptation et qui peuvent monter jusqu'à 1 million d'euros sur certains navires. Donc, oui, mais on est un peu désolé, il faut parler d'argent, mais évidemment, c'est aussi, on est dans un contexte économique, il faut réussir à le faire dans ce contexte économique qui n'est pas forcément évident, qui a en plus été accentué dans la volonté de le faire par rapport à la crise sanitaire et qui est arrivée, mais de l'autre côté, qui a mis certaines compagnies dans des situations assez compliquées, quoi. Peut-être pour clôturer, avant de prendre éventuellement une ou deux questions, le chiffre, peut-être je n'ai pas entendu, mais ces branchements à quai, c'est des économies en carbone impressionnantes. Est-ce que vous avez le... Alors, je n'ai pas le bilan carbone, mais on doit avoir Alex Laverne là, qui est dans la salle, il en dira, qui s'occupe de ça chez nous. Mais de toute façon, il faut quand même savoir que si on arrive sur les compagnies dont on vise aujourd'hui, que ce soit l'activité ferry, que ce soit l'activité roulier, c'est au moins 50% de nos escales. Donc, ça veut dire que vous avez vu tout à l'heure, on a à peu près 1100 escales à l'année. Il y a au moins 500 qui seront concernés, donc 50% qui seront concernés par ce branchement à quai, dans un horizon, on va dire, de 2023 jusqu'à 2026. Et puis après, l'objectif, c'est d'alimenter d'autres navires, mais c'est encore autre chose, hein, les vraquiers, etc., parce qu'on ne les a pas forcément de manière régulière sur le port. Donc voilà, donc un enjeu évidemment très important. Merci beaucoup. Peut-être une ou deux questions avant qu'on puisse clôturer cette conférence. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions sur le... Monsieur Guessot.
On vous amène un micro. Peut-être le mot de la fin pour clôturer. Non, ce n'est pas un mot de la fin. Moi, je crois que Frédéric et Olivier ont dit vraiment l'essentiel. Moi, depuis 4 ans que je préside ce port, pour y avoir succédé à Marc Chevalier, un port en état de marche, conquérant, on l'a dit, 50% de progrès, tout ça. Et depuis 4 ans, c'est vrai qu'en osmose avec la région, avec Carole Delga, et sur une démarche, comme tu le disais, Frédéric, qui m'anime depuis de très longues années, nous avons fait vraiment de la transition énergétique, écologique, j'ajoute toujours sociale et citoyenne, mais vous comprenez pourquoi, hein, vraiment une question majeure. Et alors, bon, c'est même la ministre qui va me décorer, qui a demandé que je sois promu commandeur dans l'Ordre national du mérite, c'est la ministre de l'Environnement. Et ça c'est un événement, hein, parce que on était plutôt qualifié de productiviste, etc., etc. Bon, bref, je passe là-dessus. Ça sera vendredi, on y reviendra. Je ne veux pas être très, très long, mais j'allais dire, c'est mérité, c'est le port qui l'a mérité. Et c'est le port et c'est tous ceux de la région, tous les acteurs du port, public, privé, parce que c'est cette osmose aussi, c'est ce partenariat dans cette démarche-là qui nous fait réussir et à faire les investissements et à conjuguer une croissance d'un type nouveau avec. Et alors, il se trouve que encore pendant quelque temps, malgré mon âge, certains savent l'âge que j'ai, et bon, je préside la fondation Van Allen. Olivier Carmès en a parlé. Mais le port est concerné. Mais la Méditerranée est concernée. Avec le centre spatial universitaire de Montpellier, avec l'université de Montpellier. Eh bien, actuellement, nous sommes engagés par rapport au dérèglement climatique, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête, et sur les conséquences, sur le littoral, le trait de côte, y compris sur le canal du Rhône à Sète, avec l'augmentation du niveau de la mer. Donc tout ça, il faut avoir tout ça en tête. Eh bien, on va lancer à la fin, dans un an, un nanosatellite fabriqué à Montpellier. Et on mettra des capteurs sur des bateaux qui partiront de Sète c'est une expérimentation pour mieux déceler les épisodes cévenols et méditerranéens. Et c'est à la lumière de cette démarche-là que nous venons aussi de signer avec le prince Albert, avec Monaco, un accord de coopération sur la biodiversité et sur la lutte contre la pollution en Méditerranée, y compris, et je termine, ne t'inquiète pas, je te vois. Un petit peu. Oui, je vois bien que tu vas m'arrêter, mais c'est fini. Là, on vient également de signer avec l'université de Perpignan un accord pour lancer, eh bien, avec les nanosatellites, une démarche de recherche sur les effets des microplastiques sur la biodiversité. Et c'est tout ça, ça concerne, ce sont les enjeux universels que nous posons. Et comme vous savez, comme disait Torga, eh bien, l'universel, c'est le local sans les murs. Et partout où nous avons des responsabilités, regardons ce que nous pouvons faire pour aller dans le sens de l'universel. J'ai été trop long ? Non, c'est parfait, merci.
Ça sera donc le mot de la conclusion. J'en profite pour glisser un mot sur toutes ces thématiques, sur le port de Sète, sur les nanosatellites. On a ce magazine, Le Littoral du Futur, édité par Midi Libre, qui revient sur toutes ces questions en détail. Voilà, c'était un peu d'autopromo. Je remercie Frédéric Moncani pour le cluster et Olivier Carbès pour le port de Sète. Et on enchaîne tout de suite avec une passionnante conférence avec le conseil départemental sur voilà, les évaluations des impacts environnementaux. Merci à vous.